façon de voyager. Ce symbole fort d'aujourd'hui qui accompagne cette cérémonie riche en couleurs marque le tout premier anniversaire du complexe scolaire privé Reina Academy devant parents, amis, connaissances, enseignants et élèves. Monsieur Abdulaziz Issaka Mossi, fondateur de Reina Academy, a exprimé toute sa gratitude. En tant que fondateur de Reina Academy, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette auguste cérémonie. Il y a exactement un an, Reina Academy était portée sous le fond Baptimo et ouvrait ses portes aux enfants et aux jeunes désirés d'accéder au savoir. Dans un environnement académique marqué par une rude concurrence et une bataille pour l'excellence, s'impose parmi les établissements scolaires qui sont bâtis une certaine réputation tenue de la gageure. Mais notre ambition et à la fois qui l'accompagnait de hisser l'établissement à un rang enviable nous ont permis de relever ces défis. Après une année d'existence, ce temple de savoir a vu croître ses effectifs et a obtenu des résultats académiques appréciables qui laissent augurer les lendemains. Je profite donc de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à l'ensemble du corps enseignant ainsi qu'au personnel administratif qui ont œuvré pour poser le fondement de cette institution. Mes remerciements vont également à l'endroit des parents d'élèves qui nous ont placé leur confiance en nous et en faisant le choix de notre école pour la formation de leurs enfants. Leur contribution a été déterminante dans le succès que nous avons engrangé. C'est le lieu de leur exhorter à avoir foi en nous et à nous appuyer pour que nous gagnions ensemble le combat contre l'ignorance. Prenant la parole aussi à cette occasion, le proviseur n'a pas manqué de passer en revue les réalisations du complexe scolaire privé Reina Academy malgré la rude concurrence. Reina Academy se compose de la crèche, du jardin, le primaire, le collège, le lycée, l'institut de formation professionnelle et l'institut privé de santé. Comme le dit-on, le début de toute chose est difficile. La détermination des acteurs impliqués a fait que nous avons pu terminer en toute beauté une première année avec des résultats satisfaisants. Je cite, au BPC 66,66%, au CRPB 100%, au bac A 38,46%, au bac B 28%, et au BTS 100%, et ceci grâce aux efforts conjugués des uns et des autres. Ce résultat nous a permis d'accroître cette deuxième année notre effectif légèrement et nous comptons sur l'engagement de chacun des parties, vous les parents, nous l'administration et le corps enseignant, j'allais dire, pour amener jusqu'au début de la troisième année à un effectif
estimé à 500 élèves minimum. Comme le fondateur l'a toujours l'habitude de le dire, Reina est créé par lui, mais demeure la propriété à nous tous. Depuis la création, Reina a décidé d'octroyer aux militants des bourses d'études, des réductions à toutes les filles inscrites pour accompagner la politique du président de la République en matière de l'éducation, surtout celle de la jeune fille. Les réductions aux enfants de FDS pour des raisons de parrainage de la scolarisation des enfants de soldats ayant succombé sur les champs de bataille pour la sécurité des populations. Tenez-vous bien, la société juste est toujours à l'œuvre pour faire fonctionner tous les secteurs de son programme afin de pallier au chômage en créant des emplois, surtout aux meilleurs élèves sortis de Reina Academy après la formation. Notons que pour faire la différence, le complexe scolaire privé Reina Academy n'a pas limité son anniversaire en animation. Les élèves du primaire, tous niveaux confondus, ont été mis à l'épreuve de compétition dont l'épellation des mots qui est une coutume qu'ils exercent chaque vendredi. La lecture aussi était au rendez-vous. Enfin, les compétitions qui ont opposé les élèves confirment davantage que au Reina Academy, c'est l'excellence. Selon un adage, Ganiya Koriji. Lorsque la crise persiste, elle prend un certain temps, elle prend une certaine dimension avec beaucoup de pertes tant en ressources humaines, matérielles que financières. Il arrive que, en tout cas, les hommes en uniforme pensent que cela a un lien direct avec la gouvernance, principalement la gouvernance civile, à laquelle ils pourraient reprocher donc une certaine inefficacité ou un manque de cohérence par rapport aux orientations et aux instructions en termes de stratégie à prendre pour faire face à la crise. Donc, pour ce qui concerne donc ces derniers temps, on peut constater que principalement c'est lié à cet état de fait. Donc, très souvent, ils se disent que bon, en liant donc le pouvoir de décision et le pouvoir opérationnel sur le terrain, ils auront un peu plus d'efficacité parce que ils pourraient reprocher donc aux dirigeants civils de ne pas pouvoir suffisamment prendre conscience donc de l'ampleur de la situation au point de pouvoir assurer une coordination beaucoup plus pertinente. Bon, à tout cela s'ajoute maintenant l'intrusion donc de forces étrangères donc dans la gestion de la crise qui rend souvent les questions très difficiles à être perçues par notamment les forces nationales qui souvent ne parviennent pas à saisir véritablement les éléments nécessaires leur permettant d'agir avec beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus d'autonomie et en toute souveraineté. Cette assemblée générale d'information a vu la participation de nombreux militants et militantes de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et des secrétaires généraux des syndicats amis de l'éducation et la société civile. Cette assemblée générale a pour objectif d'informer la grande base sur l'examination des 19 points autour de leurs revendications par le gouvernement et de mener des réflexions pour une amélioration du système éducatif nigérien. Nous avions pu suivre les démarches administratives qu'il faut selon les conventions internationales régissant l'exercice du droit syndical et des organisations pour amener le gouvernement à nous répondre favorablement et en respectant ces mêmes dispositions-là pour aller dans la création de comités interministériels. Alors en répondant à la dynamique, ils ne pouvaient négocier à l'époque qu'avec la dynamique parce que si c'était un crime, nous en aurions été le coupable. Maintenant que c'est un exploit, nous en sommes les héros et nous en sommes les bénéficiaires.
Voilà comment la dynamique en réalité par voie réglementaire a pu s'imposer auprès du gouvernement parce qu'elle s'est levée très tôt. Mais les portes sont ouvertes. Parce que nous voulons une lutte globale, une lutte unique pour l'ensemble des syndicats et de l'éducation, dans l'intérêt de l'ensemble des enseignants du Niger. Voilà l'objet. Parce que nous avions été divisés pendant plusieurs années et le gouvernement a profité de cette division. Il a surfé en oubliant les textes, en oubliant les préoccupations des enseignants. Il est impensable, par exemple, qu'on dise que pendant 20 ans, aucun gouvernement n'a pu stabiliser le paiement des pécules à terme échu. Soit si nous étions juste des soldats, ça n'aurait pas duré plus de 2 mois. C'est pourquoi nous pensons que c'est de la négligence. Quelque part, c'est même une sorte de mépris du politique envers les enseignants. Et nous avons décidé, à travers ce comité interministériel de négociation, d'aller vers à pas pressant, parce que nos problèmes sont énormes. Le secteur de l'éducation est en retard de 4 ans en ce qui concerne la carrière par rapport aux autres secteurs. Quelle est cette injustice? Nous ne pouvons pas la comprendre, nous ne pouvons pas la gober. Le recrutement, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de recrutement à la fonction des enseignants contractuels. Nous avons 6500 enseignants par la faute de l'administration qui ont dépassé l'âge d'être recrutés à la fonction. Certains ont 63 ans. Qu'est-ce que nous avons commis comme péché? Juste le choix d'être enseignant et d'éclairer les futurs cadres de la nation. Je pense que ça ne mérite pas le traitement que nous avons. C'est pourquoi pendant le comité interministériel de négociation, à 3 reprises, la partie gouvernementale revenait sans réponse à nos préoccupations. Nous avons dit que trop c'est trop, il va falloir que nous sortions les muscles parce que nous les avons et vous avez la preuve pour que le gouvernement sache que le directoire, les 7 camarades qui partent en négociation ne sont pas seuls, ils sont nombreux. Ils représentent les milliers, les dizaines de milliers des enseignants qui viennent de montrer qu'ils sont avec nous. Alors il faut que le gouvernement fasse beaucoup attention pour que la situation ne dégénère pas. Le secrétaire général du SINASEP, M. Munkaila Halidou, se réjouit de la forte mobilisation des militants de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation. Nous avons voulu rencontrer nos camarades de la région de Niamey pour leur faire part de l'état d'avancement des négociations que nous avons entamées avec le gouvernement, les points sur lesquels nous sommes accordés avec le gouvernement, mais surtout les points qui font objet de blocage depuis un certain moment avec la partie gouvernementale. Vous avez vu la mobilisation des camarades, mais également les différentes préoccupations et surtout les interventions pertinentes des camarades qui sont en tout cas engagés à ce que nous puissions défendre la corporation, que nous devions nous battre pour défendre la dignité des enseignants. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une assemblée générale, qu'est-ce que nous venons de faire? Vous l'avez vu pour une fois, nous avons délocalisé cette assemblée générale. De tradition c'était à Diar, ce que nous tenons ces âgés, mais aujourd'hui vous l'avez vu, nous sommes à l'académie et Dieu merci, malgré que l'information était partie en retard et que la salle a été remplie par les camarades, vous savez que les enseignants de toutes les différentes contrées sont aujourd'hui prêts à être du côté de la dynamique pour que effectivement les revendications puissent trouver des solutions. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation en appelle à l'ensemble de ces militants pour maintenir le cap dans le cadre de la lutte syndicale. Il en est de notre devoir ici au niveau du syndicat quand ça ne va pas du tout dans le secteur du transport. Parce que maintenant, trop c'est trop, ça ne va pas. Les militants se plaignent beaucoup au niveau du syntaxi. Donc, on est obligé de passer par des négociations d'abord, par étapes. Maintenant, quand ça ne va pas, on va essayer de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de déposer un préavis de grève pour revendiquer vraiment nos doléances au niveau du gouvernement. Il y a la cherté d'abord des prix de l'essence. Ça fait un bon moment que le gouvernement nous a promis de réduire le prix à la pompe. Le 31 décembre passé, à notre grande surprise, le prix reste inchangeable. Qu'à cela ne tienne, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui est en train de mener des opérations musclées, des escroqueries organisées avec nos camarades à l'endroit de nos militants. Donc, nous rejetons vraiment cette pratique que la Caisse est en train de faire. Nous condamnons, nous exigeons vraiment à la Caisse de restituer toutes les pièces qu'ils ont prises au niveau de nos militants. Parce que ça ne va pas. Il y a beaucoup d'entreprises ici au Niger qui ne déclarent pas leurs employés, la totalité de leurs employés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne déclarent pas la totalité aussi de leurs militants. Mais pourquoi la Caisse ne fait pas une descente musclée à leur endroit? C'est les taximans, tous ceux qui se lèvent bon moment
il dit que voilà, le secteur du transport, comme c'est le département de l'économie informelle, il faut les attaquer. Parce qu'il n'y a personne qui va réagir. Chacun ferme son yeux, chacun ferme l'œil. Donc vraiment au niveau de ce taxi, trop c'est trop, on a vraiment décidé de ne pas fermer les yeux cette fois-ci. Il y a d'autres protocoles d'accord qui ont été signés par le gouvernement qui n'ont pas été respectés. D'autres protocoles d'accord. Ensuite, il y a eu des négociations au niveau du ministère de Transport et de la ville de Niamey et on n'a pas réussi gain de cause. Donc vraiment, on est fatigué maintenant et les militants veulent que la grève. Les militants ne veulent aujourd'hui que la grève. Peut-être Dieu va nous aider à sortir dans les multiples problèmes. Afrique de l'Ouest, les démocraties en danger. S'exclame en gros dans sa parution le Canard déchaîné. Le Canard déchaîné qui rapporte que l'Afrique de l'Ouest est frappée depuis quelques années par un vent pernicieux qui, de pays en pays, est en train de détruire les démocraties au profit des pouvoirs militaires qui affirment vouloir changer les choses en répondant aux appels des peuples. Cette irruption nocive, écrit le journal, des hommes trahis dans un monde où la démocratie devrait être la norme, constitue un grave recul que la communauté internationale s'emploie à combattre à travers une dénonciation des putschs et des sanctions contre les pays dans lesquels les militaires opportunistes ont renversé des régimes civils. Le journal poursuit qu'après la Guinée, le Mali, c'est au tour du Burkina Faso d'être victime de cette épidémie de coups d'État militaires qui ont renversé des régimes démocratiques. Le prétexte varie selon les pays. Ainsi, si en Guinée c'est plutôt la malgouvernance qui est avancée par les hommes trahis pour expliquer leurs actions, au Burkina Faso, le journal explique que c'est la situation sécuritaire qui est mise en avant pour faire croire à un quelconque bien fondé du renversement du régime démocratique. Un argument qui, selon le journal, tombe de facto de lui-même quand on sait que les mêmes militaires qui avancent un manque de moyens pour combattre le terrorisme déploient une armada guerrière contre les régimes civils qu'ils arrivent à renverser sans coup férir. Comment combattre cet opportunisme militaire, s'interroge le journal, pour qui c'est la question que d'aucuns se posent aujourd'hui au vu de la forte propension des militaires à vouloir réinstaller un ordre que l'on pensait à jamais révolu et qui revient de façon insidieuse. Il est vrai l'assentiment d'une partie de la population intoxiquée par une campagne effrénée menée sur les réseaux sociaux par les populistes, souvent à la solde de certaines puissances, Russie, Chine, Iran, etc. Cet opportunisme est d'autant plus criard que les militaires n'ont jamais réglé les problèmes qu'ils avancent pour expliquer leurs actions. Les coups d'État se suivent et se ressemblent, écrit le journal, de façon interminable au vu et au su de toutes les populations qui n'arrivent pas à mettre en avant sa capacité d'analyse pour comprendre que les militaires ne règlent jamais rien. Situation sécuritaire très difficile au Sahel, rapporte pour sa part le journal La Nation. La Nation qui écrit dans ses titres la part de responsabilité de la CEDEAO. Les sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'encontre du Mali ont suscité, selon le journal, beaucoup de colère au sein de l'opinion du dit espace et même au-delà. Pourtant, il n'y a aucunement pas de démesure dans la décision prise par les chefs d'État ouest-africains dès lors qu'il s'agit de contrecarrer toute velléité de remise en cause de l'acquis démocratique à même de produire un effet domino. Pourtant, la CEDEAO n'est pas exempte de toute critique dans l'avènement de la situation malheureuse actuelle que vit trois de ses membres, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le journal écrit que la CEDEAO, officie de la France-Afrique, dixit les profondeurs de l'organisation ouest-africaine. Cette critique n'est étalée sur aucune preuve, disons, il n'y a aucun argument scientifique pour la soutenir. Au contraire, le journal estime qu'on trouvera à rétorquer parmi les trois poids lourds de la CEDEAO, à savoir le Nigeria et le Ghana, pays anglophones n'ont jamais été dans un rapport de subordination avec le diable français. Si on écarte la Guinée-Conakry et le Mali sous sanction, c'est donc 13 pays qui ont décidé du sort du Mali au sommet d'Accra tenu le 9 janvier 2022, parmi lesquels 7 qui ne sont pas dans le giron français: Libéria, Sierra Leone, Gambie, Nigeria, Ghana, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Dans le contexte actuel, le journal explique que les francophones sont donc minoritaires actuellement au sein de l'espace communautaire.
Par rapport toujours à cette gouvernance sécuritaire, le Hérisson écrit dans ses titres « Gouvernance sécuritaire et lutte contre le terrorisme. Niger, la digue de la zone des 3 frontières ». Depuis le coup d'État intervenu au Burkina Faso, on assiste à une espèce d'hystérie sur les réseaux sociaux. À la manœuvre, les mêmes visages, les mêmes rabat-joie et les mêmes intellectuels aux belles plumes. Ceux-là même qui avaient parié leur tête l'incapacité du régime d'Issoufou Mamadou à organiser des élections et prédit l'Armageddon nigérien à la veille des scrutins passés. Le revoilà donc à l'affût dans l'espoir que cette fois sera la bonne. Mais même en se fondant sur la théorie de l'uniformitarisme de l'IL, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Allusion faite au contexte sécuritaire bien sûr. Le Niger n'a de commun avec ses voisins burkinabés et maliens que la zone des 3 frontières où essaiment les groupes terroristes et autres trafiquants de tout acabit. Le journal écrit qu'ici, 3/4 du territoire ne sont pas entre les mains des terroristes. Ici, en dépit des menaces de tous les côtés, des deuils et des pertes subies, aucune portion des 1267 km² n'est tombée entre les mains de l'ennemi. Ici, aucun élément des forces de défense et de sécurité n'est tombé au champ d'honneur le ventre vide. Ici, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a hérité de son prédécesseur Issoufou Mamadou d'une gouvernance sécuritaire acceptable. Selon plusieurs experts en la matière, le Niger reste le maillon fort de la chaîne sécuritaire dans la zone dite des 3 frontières. Cela est attesté, nous apprend le journal, par la création dans chacun de ces 63 départements d'au moins une patrouille de forces de défense et de sécurité équipée avec une dotation mensuelle en carburant capable d'une réaction de riposte rapide. Ici, le journal poursuit que le chef suprême des armées ne s'est pas embastillé dans un palais. Il va très souvent au contact de ses troupes engagées sur les différents terrains d'opération pour les encourager. Ici, le père de la nation va régulièrement à la rencontre de ses citoyens pour les écouter, recenser leurs préoccupations afin de leur trouver des solutions et les sensibiliser sur l'impérieuse nécessité de maintenir le vivre ensemble. Ici, à aucun moment, les Nigériens ne sont tombés dans le piège des groupes terroristes qui cherchent par tous les moyens à ébranler la cohésion intercommunautaire. Puis à la une de la roue de l'histoire, la situation au Burkina Faso, apologie des coups d'État au Niger, s'exclame en gros le journal. L'exaltation des coups de force, des putsch, c'est ce à quoi on assiste au Niger depuis la chute du président Roch Marc Christian Kaboré, balayé par une junte militaire au Burkina Faso. Ce malheureux événement pour le moins condamnable et répugnant a délié plus que jamais certaines langues dans les milieux politiques et de la société civile. Les visages se découvrent et les souhaits ouvertement exprimés sans retenue et sans gants sur les réseaux sociaux. Depuis le précédent mandat du président Issoufou Mamadou, certains de nos compatriotes caressaient ce rêve avec la révolution qui a emporté le président burkinabé Blaise Compaoré et celle du M5 au Mali qui a considérablement affaibli le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, écrit toujours le journal qui renchérit. Ce rêve nauséabond et cauchemardesque de négation de l'ordre démocratique s'était révélé à travers plusieurs déclarations des partis politiques de l'opposition et de certaines organisations de la société civile nigérienne qui appelaient quasiment à l'insurrection, à l'image de la révolution burkinabé ou des soulèvements populaires du Mali. Les populations nigériennes n'ont guère cédé à ces chants de sirène et le régime a tenu, offrant l'opportunité et la fierté aux Nigériens de vivre leur première alternance démocratique en assistant à une passation de pouvoir entre deux présidents de la République élus. Au lieu de tirer les leçons de ces échecs, les partisans des coups d'État reviennent encore en force après l'irruption des militaires en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Le journal écrit qu'il ne se cache plus et estime exprimer des simples opinions et ouvre même le débat. Le comble est que ceux qui condamnent ces coups de force ou qui trouvent qu'ils ne se justifient pas sont considérés par eux comme des lâches ou des valets locaux de l'impérialisme. Face à cette situation grave de remise en cause de l'ordre démocratique, le journal écrit que les partisans de cette option au Niger s'amusent sur la toile.
Puis, à la une du Canard déchaîné, cette semaine, on peut lire « Démocratie au Niger, les fossoyeurs ont repris du service ». On pensait que cette époque était à jamais révolue. Une époque au cours de laquelle les intellectuels et acteurs de la société civile respectés avaient participé à la démolition de l'édifice démocratique à travers un processus incongru d'attribution d'un bonus à un chef d'État qui avait achevé ses 2 mandats légaux et qui souhaitait obtenir une rallonge supplémentaire de 3 ans. Mais à la faveur des putschs intervenus dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les mêmes acteurs perfides auxquels sont venus s'ajouter des opposants sournois ont repris les mauvaises habitudes en célébrant les coups d'État dans la sous-région, dans l'espace, que le même phénomène se répète au Niger. On ne se refait pas, estime le journal. Puis dans les colonnes de l'enquêteur cette semaine, on peut lire Congrès du PNDS Tareya, Issoufou à la manœuvre. Qui pour succéder à Bazoum Mohamed, s'interroge le journal. Pierre Fumakoy Gado, haut représentant du président de la République, assure l'intérim au poste de président du PNDS Tareya depuis l'élection de Bazoum Mohamed à la magistrature suprême. Le parti tiendra son 8e congrès pour désigner le successeur de Bazoum. L'enjeu est détaillé, son choix risque d'être tumultueux et même fragiliser la cohésion au sein de la formation politique. Qui pour prendre les commandes, s'interroge le journal, qui explique qu'en prélude au 8e congrès, la lutte de positionnement au sein du nouveau directoire national du PNDS Tareya est déjà engagée en sourdine, entraînant le gel de toute décision concernant la formation politique et même une sollicitation de l'ancien président Issoufou par le bureau pour prendre des conseils selon le quotidien Africa Intelligence. 2 ans durant, l'ancien ministre du pétrole Pierre Fumakoy Gado a géré exclusivement notre pétrole sous le règne du président Issoufou Mahamadou. Quand Bazoum a été imposé par le président Issoufou comme candidat du PNDS aux dernières élections présidentielles, Fumakoy est directement devenu l'homme fort de cette formation politique en tant que président intérimaire. Nommé haut représentant du président de la République, Fumakoy figure dans le premier cercle des camarades d'Issoufou, ce qui constitue un atout de taille pour que lui soit confié le contrôle de la direction du parti à l'issue du congrès des taréistes en vue. Seulement, ça risque de ne passer comme lettre à la poste, à en croire Africa Intelligence. Fumakoy Gado, en tant que premier vice-président et président par intérim, peut rêver d'un plébiscite des militants et des instances pour être confirmé à la tête du parti. Mais les choses pourraient en réalité être compliqué, sous-Baudor, l'auteur de l'article de Africa Intelligence. Le chef du parti est en effet le candidat naturel de ce dernier à la présidence. Confirmé, Pierre Fumakoy serait donc le candidat du PNDS à la magistrature suprême à la fin du second quinquennat auquel Bazoum peut encore prétendre, soit en 2031. Tout juste élu, Bazoum n'est pas prêt à déjà désigner un dauphin, pense-t-il. Du reste, au sein du parti existe des cadres comme Massaoudou Assoumi par exemple qui ont de tout temps été en ligne de front dans la lutte du parti pour la quête du pouvoir par le PNDS Tareya. Ceux-ci nourrissent selon le journal aussi d'ambitions. Massaoudou l'a déjà manifesté en se positionnant contre Bazoum à l'occasion de la désignation du candidat du parti lors des dernières élections présidentielles, ce qui lui a valu d'ailleurs une sanction, limogé du gouvernement pendant un bon moment avant de bénéficier d'un retour en grâce. Quant au journal Le Sens de l'Histoire, il s'est intéressé à la tournée du président Bazoum à l'intérieur du pays. Le président Bazoum en tournée dans les localités agressées par les terroristes. Pour Bazoum, près des cœurs, près des yeux, écrit dans ce titre le journal. Pour réconforter les Nigériens, le président Bazoum ne se laisse pas compter. Les terroristes et autres soi-disant islamistes ont endeuillé plusieurs dizaines de localités sur tout le territoire national du Niger. Les assassins militants de Boko Haram endeuillent les populations de la région administrative de Difa. Depuis l'an 2013, les terroristes et autres islamistes sèment la désolation dans toute la zone ouest du Niger, limitrophe du Burkina Faso et du Mali. Dans plusieurs autres zones des régions de Zender, Maradi, Dosso, Tawa et Agadez, les bandits armés organisés ne cessent de troubler le sommeil des paisibles populations du Niger. Si on fait le décompte des populations meurtries et endeuillées du Niger, on en dénombrera des milliers. Face à cette désolante situation, le président de la République du Niger ne cesse de visiter les camps, villages et campements des populations particulièrement agressées pour leur apporter si possible le réconfort nécessaire. Il a
a créé, selon le journal, les conditions du retour de certains exilés dans leur terroir, débarrassés désormais des forces du mal. Il a aidé et fait aider ceux qui ont perdu leurs biens, meubles et immeubles. Reçoit régulièrement des comptes rendus sur des situations de toutes les contrées agressées et meurtries du pays. Le président Bazoum a fini par agir vis-à-vis de toutes ces violences conformément à une de ses propres philosophies, à savoir près des cœurs, près des yeux. Fidèle à ses principes, le président Bazoum a, selon le journal, sillonné des zones de la région de Difa, meurtries et hantées par des agresseurs, et celle de Tillabéri, dévastée par d'autres agresseurs encore. En ce milieu du mois de janvier 2022, le voilà qui quitte son palais et la résidence présidentielle à Niamey pour se rendre dans la région de Tawa, pour se rendre compte de lui-même de l'immensité des dégâts perpétrés par des malfaiteurs et aussi écouter les populations des zones menacées et leur apporter réconfort. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.